Alors, de quoi on va parler aujourd'hui pour ce premier slot de la data? Donc je vous annonce peut-être rien, sûrement que vous l'avez deviné, je le vois à vos mines aguerries, que la semaine prochaine, dans 7 jours très précisément, recommence la nouvelle saison de House of Cards. Rendez-vous incontournable des fans de politique et du genre cynique. Et je souhaitais vous parler un peu aujourd'hui justement d'une application du machine learning non supervisé qu'on a essayé de lancer chez Xebia, notamment, qu'on a ensuite appelé l'échiquier politique. Alors, le but, c'est que vous voyez peut-être souvent à la télé, lorsque vous écoutez la télé ou regardez les journaux, qu'on dit souvent que tel député est plus à gauche qu'un autre, que celui-ci est l'aile droite du parti, que celui-là est un extrême, que là on a l'aile bobo gaucho centriste socialo, vous entendez tout ce genre de choses. Et je me suis dit, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on dit que telle personne est plus à gauche qu'une autre, qu'elle est à droite, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on serait capable de faire une espèce de cartographie qui représenterait justement toutes ces tendances au sein d'un groupe de députés, que ce soit à l'Assemblée nationale ou chez les sénateurs? Alors, vous allez peut-être me poser la question, et on va le voir tout de suite, pourquoi est-ce qu'on va étudier, comme l'a dit Johan, les données des sénateurs des États-Unis et pas celles des sénateurs ou des députés français? Eh bien, tout simplement que pour éviter tout débordement, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas se permettre de revivre ces conflits qui, dans le passé, nous ont beaucoup divisés, que ce soit il y a 20 ans avec Mario Sonic, ou aussi bien que les problématiques actuelles qui nous divisent tous les jours au sein de notre travail, de notre vie, R ou Python, et puis surtout à cause des défis futurs que nous allons devoir relever tous ensemble, notamment l'élection de Emmanuel Valls, Francis Lalanne et Lohan Lapi. Moi, mon choix est fait pour ce dernier. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler sur les votes des sénateurs des États-Unis. Pour ceux qui souhaiteraient bien sûr discuter de politique française, sachez qu'il y a des grandes box au fond et également prévu avec le buffet à la fin. Voilà. Alors, donc, retour aux États-Unis, et plus particulièrement dans le Sénat américain, et pour être plus précis, le 115e, ça veut dire tout celui qui courait sur la période des années 2015-2016. Pour être plus précis, j'ai souvent remarqué que, mais vous l'avez tous remarqué également, que lors de ces assemblées, on a souvent un espèce d'hémicycle un peu comme ça qui est dessiné. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que chaque personne va un peu s'asseoir dans cet hémicycle en fonction de ses opinions. S'il est plus à gauche, il va entre guillemets se mettre plus à gauche de l'hémicycle. S'il est plus à droite, il sera plus à droite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me suis alors dit, est-ce qu'il ne serait pas possible justement, grâce au machine learning non supervisé, de pouvoir justement mettre en place et arriver à dessiner cette espèce de cartographie, un peu comme ceci, qui nous montrerait pour chacun des députés présents dans l'Assemblée où il se situe sur l'échiquier politique. Alors, petit rappel sur le Sénat américain qu'on ne connaît pas tous forcément, il est constitué de 100 députés, donc 100 députés qui sont répartis donc bien souvent entre les républicains, les démocrates et également quelques indépendants, et ils sont chargés donc de voter les amendements qui sont proposés au sein du Sénat. Évidemment, j'ai également remarqué que les députés souvent votent un peu par groupe. Regardez, j'ai pris ici une loi vraiment que j'ai choisie purement au hasard et qui montre un peu comment les personnes ont voté en fonction du oui ou du non. On voit très largement que les personnes qui sont en bleu, c'est-à-dire les démocrates ici, ont majoritairement voté cette loi, alors que les personnes républicaines ont ici voté non. On remarque également quelques exceptions, puisque certaines personnes des républicains ont voté oui et certains démocrates ont voté non. Évidemment, c'est parce qu'on a des consignes de parti, et bien souvent, dans ce cas-là, lorsque des personnes un peu changent de bord et vont voter la loi opposée, eh ben, on coupe un peu les têtes, je vous laisse deviner. Mais regardons tout ça plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lors de cette présentation? Premièrement, je vais vous présenter un peu les données, pour ne pas faire un tour de magie ou une esbrouffe, je vais vous les présenter un peu. Puis, on parlera de l'exploration des données, toute phase faite par tout bon data scientist en mission. On va pour cela répondre à 4 questions que l'on se pose bien souvent avec nos sénateurs. Puis enfin, on va mettre en place 2 techniques de machine learning non supervisées qui vont nous permettre de pouvoir justement essayer de dessiner cette cartographie. La première étant l'algorithme K-means, donc des cas moyens et des cas voisins en français. Et le deuxième algorithme sera ce qu'on appelle l'analyse en composantes principales, aussi appelée bien souvent l'ACP, et par lesquelles on est tous passés. Alors, concernant la présentation des données, eh bien, c'est un tableau à 2 entrées
Premièrement, ce qui concerne au niveau des lignes, c'est chaque ligne représente ici un sénateur donc, du 115e Congrès américain. Donc on retrouve le premier, Alexander, puis M. Ayotte, M. Baldwin, M. Barrasso, M. Bonnet, et non, ne cherchez pas une femme, j'en ai pas trouvé beaucoup dans le jeu de données. Également, nous avons pour chacun de ces sénateurs le parti auquel il appartient. Ça veut dire R s'il est républicain, D s'il est démocrate, et également l'État dans lequel il est élu. On peut reconnaître pour cela le New Hampshire, le Wisconsin, il y en a sûrement plein d'autres. Également, on retrouve pour chacun de ces sénateurs le choix qu'il a fait sur chacune des 15 amendements qui constituent le jeu de données. Donc, si la réponse est 0.0, ça veut dire qu'il a voté contre. Si la réponse est de 1.0, il a voté pour. Et si c'est 0,5, eh bien, c'est qu'on ne sait pas ou que le monsieur en question a été absent. Alors, concernant justement un peu plus en détail ces amendements, voici justement quelques amendements qui constituent le dataset. On en remarque qu'ils ont été joués, alors principalement sur la période de janvier. C'est comme ça, c'est un premier dataset que j'ai trouvé. Et puis on peut retrouver la description ainsi que le nombre de personnes qui ont voté oui ou non. Alors, l'exploration des données en 4 questions. Comme vous savez, lorsqu'on est data scientist, il est important d'explorer ces données. Ça veut dire avoir cette phase où on va triturer un peu ça, on va jouer un peu à l'apprenti sorcier, on va jouer un peu à Fred et Jamy sur France 3, et essayer justement de pouvoir un peu répondre à ces quelques questions qu'on se pose pour justement pouvoir mettre en place ensuite un algorithme prédictif. Donc moi, je me suis posé 4 questions, principalement lorsque j'ai fait cette étude. Premièrement, si je regardais la répartition du Sénat, je me suis dit, il y a forcément un groupe qui est plus grand que l'autre. Et je me suis aperçu, et vraiment c'est pas une blague, qu'il existait un troisième groupe qui était les indépendants. Sur le coup, je l'avais oublié, mais en effet, ce troisième groupe, bien que très minoritaire et qui ne représente ici que 2 personnes, existe bel et bien. Et je me suis dit, mais alors, qui fait partie de ce groupe ? Eh bien, j'ai trouvé, et cela va peut-être vous choquer, mais on retrouve pour cela l'ami Angus King, qu'on connaît peut-être pas forcément ici en Europe, et également le compagnon Bernie Sanders, donc qui fait partie des indépendants, mais qui s'est présenté à la primaire des démocrates. Vous vous rappelez peut-être de lui comme étant peut-être le grand socialiste parmi tous les candidats à la primaire. La deuxième question que je me suis posée, c'est comment étaient justement répartis un peu les votes entre les différentes lois. Pour cela, j'en ai regardé quelques-unes. Donc la loi, l'amendement numéro 4, l'amendement numéro 6, l'amendement numéro 39 et le numéro complémentaire, l'amendement numéro 47, qui justement montrent la répartition des votes des sénateurs un peu sur ces différentes voies. Et ce qui est assez amusant de remarquer, c'est que, comme on l'avait vu un peu dès le départ, chaque groupe vote un peu justement selon sa propre direction. Ce qui est amusant, c'est qu'ici, pour cette voie, il y a eu tous les démocrates qui ont voté contre, tous les républicains qui ont voté oui, et un petit intrus qui s'est trouvé ici. Donc on a vraiment une logique de groupe qui se dessine. Pareil pour la loi numéro 6, sauf que cette fois-ci, ils ont tous été d'accord, sauf celui-là. Je crois que cet amendement-là, d'ailleurs, concernait tout ce qui était la reconnaissance du réchauffement climatique. Donc assez intéressant. Pour la voie numéro 39, donc là encore, c'est vraiment très marqué. Les deux groupes sont opposés l'un à l'autre. Et puis pour l'amendement numéro 47, pareil, sauf que quelques démocrates ont voté contre. Troisième question que je me suis posée, est-ce qu'au sein de nos sénateurs, il y a des emplois fictifs, question très importante et autrement reliée à l'actualité. Et pour cela, je me suis dit, je vais compter justement le nombre d'absences ou d'amendements qui n'ont pas été votés par les sénateurs. Donc j'ai tracé un bel histogramme et j'ai finalement découvert que sur les 15 amendements qui étaient proposés ici, il y avait 2 sénateurs qui avaient été respectivement absents 5 et 15 fois sur 15. Donc c'est finalement pas mal. Je vous présente donc le Reid et le Rubio Gate, donc un démocrate et un républicain, qui arrivent tous les deux à culminer à 5 et 15 absences. Alors pourquoi en parler? C'est que justement, il est important, avant de lancer une étude avec des super algorithmes, de pouvoir justement nettoyer un peu mes données et d'enlever un peu ces exceptions qui n'apportent rien finalement ni à l'étude ni à l'algorithme. C'est pour ça qu'on va tout simplement les supprimer du dataset. Au revoir Rubio, au revoir Reid. J'ai également cherché si on avait des people à bord. C'est pour ça que j'ai regardé et j'ai d'abord écrit une liste avec mon code Python pour chercher si on avait quelques noms connus. Monsieur Trump, Monsieur Cruz, Monsieur Kasich, Monsieur Rubio, Monsieur Kerry, Monsieur Obama, Monsieur Romney, Monsieur Underwood. J'ai cherché tout le monde et finalement j'ai trouvé que 5 personnes qui seront un peu nos guest stars de la soirée. Donc Ted Cruz, que vous vous rappelez, Texas Cruz, qui s'est présenté à la primaire des Républicains.
On a eu également Durbin, qui est donc le leader des démocrates au Congrès, donc c'est le mec qui va justement un peu faire cavaler les troupes. McCain, vous en rappelez peut-être, qui s'est présenté en 2008 face à Obama et qui a perdu. Le sénateur Paul, qui est justement ce qu'on appelle le whip, donc celui qui agite les députés, mais cette fois-ci dans le camp des républicains. Et puis enfin, le compagnon Bernie Sanders, que l'on retrouve également et qui fera aussi partie de nos stars. Voilà un peu les premières questions que je me suis posées et auxquelles j'essaie de répondre grâce à mon exploration. Grâce à ça, je n'ai apporté aucun algorithme prédictif ou quelque chose qui tourne super bien, mais j'ai déjà une connaissance supplémentaire de mon jeu de données qui va me permettre finalement de pouvoir mieux appréhender et de mieux paramétrer et mieux utiliser les algorithmes que je vais vous présenter ensuite. Le premier algorithme que je vais vous présenter est l'algorithme dit des K-means et qui va nous permettre justement de pouvoir faire cette belle cartographie des sénateurs. Alors, l'algorithme K-means, quel que c'est, eh bien, c'est un algorithme qui a pour but d'arriver à clusteriser nos données. Si on regardait l'image de gauche et que je vous disais, est-ce que vous seriez capable, tous ces points en bleu là, de me les séparer finalement en 3 groupes? Visuellement, vous y arrivez très bien. Vous en remarquez un en haut à droite, un en bas à gauche et le troisième sûrement ici qui est très concentré. L'ordinateur est capable de faire la même chose avec peut-être plus de précision puisqu'il a tout l'arsenal mathématique et algorithmique derrière. Et finalement, si on lui demandait de faire un algorithme K-means, il serait capable de séparer ce jeu de données en 3 groupes distincts que vous voyez ici, donc le groupe bleu, le groupe rouge et le groupe vert. Voilà ce qu'est capable de faire un algorithme de type K-means. Alors, comment ça marche l'algorithme de type K-means? Eh bien, on va prendre un petit exemple, un exemple vraiment jouet, et on va regarder un peu comment ça évolue. Supposons qu'on a ici un jeu de données qui contient tous les points suivants qu'on a placés sur un scatterplot. On souhaite ici séparer ce jeu de données en 3. De la même façon, vous le séparerez sûrement de cette façon-là, puis de cette façon-là. Et comment fait notre ordinateur pour pouvoir faire la même chose? Eh bien, premièrement, il va placer 3 points. 3 points au hasard. Un point bleu, ici, un point vert et un point jaune qui ont été placés totalement au hasard. À partir de là, il va alors regarder les distances de chaque point rouge avec chacun des carrés bleus, verts et jaunes qui sont appelés des centroïdes et finalement voir avec lequel de ces centroïdes les points sont plus proches. Donc on remarque que les 5 points du haut sont reliés avec le centroïde bleu, tous les points en bas à gauche avec le centroïde vert et les points à droite avec le centroïde jaune. Ce n'est peut-être pas encore parfait. C'est pour ça que l'algorithme passe à une deuxième phase où cette fois-ci, il va mettre à jour le barycentre, enfin il va déplacer les différents centroïdes en se basant sur le barycentre de chacun des points qu'il a capturés précédemment. Si on regarde les 5 points qui sont là et qu'on cherchait justement le barycentre, on remarquerait que si on faisait les croisements, que le barycentre serait par ici. Eh bien, l'algorithme le remarque également et va donc se déplacer sur ce barycentre-là. Pareil pour le point vert, on remarque qu'il est très en haut. Si on faisait le barycentre serait plutôt par ici. Le point vert va alors se déplacer de la même façon. Et pareil pour le point jaune. On est alors capable, maintenant en réaffectant les distances de chaque point avec le nouveau centroïde qu'on a updaté, de pouvoir finalement mettre à jour les différents clusters. Et cette fois-ci, on obtient pour cette deuxième étape que tous les points qui sont ici sont reliés au centroïde bleu, tous les points qui sont en bas ici sont reliés au centroïde vert, et tous les points qui sont là au centroïde jaune. Un peu comme dans une partie de risque, on a donc un peu déplacé nos différents jetons, et cette fois-ci, on peut à nouveau calculer quel est le barycentre associé à chacun des groupes de points qui ont été capturés. En faisant ainsi, les différents centroïdes bleu, vert et jaune vont alors à nouveau se déplacer, puis en continuant ainsi, nous sommes alors capables de pouvoir finalement les déplacer, jusqu'à obtenir les 3 groupes les plus homogènes possibles en termes de clusterisation. Un exemple très amusant que j'ai trouvé sur YouTube et qui montre de façon assez amusante comment se passe un K-means de façon visuelle, et bien ça donne ça lorsqu'on déploie. Ça donne des choses comme ça. Alors moi j'aime bien les vidéos, j'aime beaucoup la faire défiler, elle me fait marrer. Donc j'en profite peut-être pour poser une première série de questions, si vous avez des questions à poser en attendant que la vidéo défile, etc. Ça permettra peut-être de faire un peu un point sur cet algorithme avant de passer au deuxième, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui ? Vous avez dit l'ordinateur met les carrés au hasard. Donc l'ordinateur est capable de mettre au hasard? Alors c'est un hasard qui n'est
d'une certaine façon quand même déterministe si on creusait suffisamment profond, mais dans les faits, vu la façon dont il les place au départ, on peut considérer que c'est quelque chose d'aléatoire. C'est comme tirer des nombres aléatoires avec l'ordinateur. Il place la position au hasard et puis ensuite l'algorithme est capable lui-même d'updater jusqu'à atteindre la position idéale. Et si c'était un humain qui le met au hasard au départ, est-ce qu'on obtiendrait le même résultat? Si le hasard est bien fait, normalement oui. Oui? Vous avez dit que les points tout à l'heure, quand on les choisissait vraiment au hasard, mais du coup c'est pas parmi l'espace des points, ça peut être des observations qui n'existaient pas au départ, c'est ça? Ça peut être des observations qui n'existaient pas au départ en effet, mais qu'on va finalement placer un peu dans notre espace de points de façon aléatoire en fait. Voilà. Finalement l'initialisation c'est juste pour donner un côté je vais dire d'initialisation à l'algorithme, mais dans les faits, il est également important de parfois préciser le point initial, puisque dans certains cas, on peut avoir certains cas exceptionnels, où alors l'algorithme va un peu bloquer à certains endroits sans que ce soit la meilleure répartition. Et dans ce cas-ci, en réeffectuant les initialisations et en refaisant tourner l'algorithme, on trouvera alors des choses plus précises. Voilà un peu ce que ça donne peut-être dans le détail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Oui? Ça rejoint un petit peu la première question. Est-ce que ça converge systématiquement vers le même clustering? Non, pas exactement, mais on peut s'attendre normalement à des résultats assez proches. Même si on met un nombre d'itérations? Alors ça dépend également du nombre d'itérations sur lequel on fait tourner l'algorithme. On va arriver à des choses légèrement différentes, mais à la fin on peut en effet espérer tomber sur une convergence. Voilà. Donc repartons. Moi j'ai une question. Oui. Là, on est bien d'accord qu'on compte 3 points au hasard, enfin Oui. 3 centroïdes au hasard. En toute logique, ils vont être plus ou moins équipondérés avec par rapport au nombre de points qu'ils adressent de façon proximale. Alors le nombre de clusters, en fait, on le fixe au départ. Ça c'est très important. Clusters, oui, Oui. mais ça veut dire qu'on va avoir des clusters qui sont plus ou moins équipondérés. C'est-à-dire En termes de nombre de mesures qu'ils clusterisent en fait. Pas forcément, ça dépend vraiment de notre cartographie. Si jamais on a des points qui sont très concentrés dans une zone en particulier, alors il y aura forcément un cluster qui va se dessiner ici. Mais dans les faits, si on a des points qui sont très dispersés, on peut très bien avoir un cluster qui contient 1000 points et d'autres qui en contiennent que 5 ou 6. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Repartons. Et donc, qu'est-ce que ça a donné justement lorsqu'on lance un K-means sur les sénateurs, en se basant sur les votes? Eh bien, finalement, j'ai obtenu la chose suivante. J'ai obtenu donc 2 clusters, un cluster prénommé 0 et un cluster prénommé 1. Dans le cluster 0, on remarque qu'il a placé 2 démocrates, 53 républicains. Dans le cluster 1, il a placé 41 démocrates et ainsi que les 2 indépendants restants. Donc finalement, juste en faisant ce calcul avec des distances, des centroïdes qu'on a vu tout à l'heure, il a été capable finalement d'arriver à reclusteriser les données et finalement d'arriver à trouver 2 groupes qui, lorsqu'on regarde un peu, finalement ressemblent très attentivement aux 2 groupes qu'on retrouve au Sénat, qui sont les démocrates et les républicains. Alors, je tiens quand même à préciser qu'on a quand même 2 exceptions. En effet, 2 démocrates qui se sont glissés dans le cluster 0, donc à côté des républicains. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on pourrait se dire que finalement ce sont peut-être des centristes ou des frontistes. C'est pour ça que je vous les présente, c'est Monsieur Manchin et Miss Heidkamp. Voilà. Si on devait faire la cartographie, ben voilà, je vais vous la présenter ici. Alors comment est-ce qu'on fait pour la représenter? Nous allons tracer un graphique pour lequel la dimension des abscisses de ce graphique sera la distance de chacun des points avec le centroïde du cluster 0. Et l'abscisse et l'ordonnée, sera égale à la distance des points avec le centroïde du cluster 1. En faisant un petit peu cette petite artifice entre les distances avec le cluster, on obtient finalement cette première cartographie qui nous montre finalement déjà par sa forme d'hémicycle un peu comment vont se situer les différents députés entre eux. On remarque finalement que tous les républicains en rouge sont vraiment placés du même côté, avec quand même un noyau, entre guillemets, un peu plus dur, qui a voté exactement pareil ici, et un noyau, entre guillemets, un peu plus centriste.
Même chose pour les démocrates, qui sont également assez unis, ainsi que les deux, on ne les voit pas très bien, mais les deux indépendants ici en vert, qui se retrouvent vraiment donc totalement du côté des démocrates. Enfin, quelques points se retrouvent vraiment, par les votes qu'ils ont effectués au Sénat, un petit peu dans la même zone, dont notamment M. Manchin et Miss Heitkamp, qui se retrouvent vraiment de ce côté-ci de la cartographie. Voilà pour le premier algorithme qu'on peut mettre en place justement pour arriver à cartographier nos sénateurs. On va en regarder un deuxième qui est peut-être plus connu pour les data scientists et que souvent on voit très souvent en faculté ou pendant les études, puisque c'est souvent un cas d'usage statistique. Je vais vous présenter un peu l'analyse en composantes principales. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse en composantes principales? Au-delà d'être le théorème mathématique que l'on apprend souvent en troisième année de licence, c'est également une technique statistique qui consiste à transformer ces variables et plus précisément à pouvoir effectuer une réduction de dimension. Vous avez vu ici, nous avons un espace de variables qui est environ de dimension 15, puisque nous avons 15 amendements. Le but de la CP, ça va être de compresser un peu ces différentes features, ces différentes variables, afin finalement d'en obtenir que 2 ou 3 qui seraient une combinaison linéaire des 15, mais qui nous permettrait finalement de mieux concentrer l'information. Cela permet également de décrire et de visualiser ces données dans un contexte de haute dimension, c'est ce qu'on va faire ici avec la cartographie, et puis cela permet également de pouvoir justement étudier la corrélation entre les variables et si besoin de décorréler certaines. Alors, pour bien expliquer le concept, j'ai pris un exemple. Supposez un lycée avec 30 élèves, et chacun d'entre eux possède des notes dans différentes matières, que ce soit les maths, la physique, la SVT, l'anglais, l'allemand, le français, la philo. Si jamais notre professeur souhaitait représenter pareillement sur une cartographie justement où se situent ces élèves les uns par rapport aux autres, il aurait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système à 7 dimensions. Nous avons 7 matières différentes et finalement on ne pourrait jamais faire un graphique qui contient 7 dimensions. En revanche, avec la CP, il serait possible de pouvoir tracer un graphique en 2 dimensions qui maximiserait l'information contenue dans ces 7 variables pour en faire un graphique assez explicite. Prenons un exemple. Si je souhaitais passer de 7 dimensions à 3 dimensions ici, il me serait tout à fait possible de pouvoir faire une combinaison linéaire des différentes features afin d'obtenir à la fin seulement 3 dimensions. Par exemple, si j'écrivais une nouvelle feature comme étant la matière science, qui serait égale à 3/8 fois les mathématiques, plus 3/8 fois la physique, plus 2/8 fois la SVT. Je crée de la même façon une variable langue qui serait égale à la moitié de l'anglais plus la moitié de l'allemand, puis enfin une dernière variable qui serait la variable French Touch, qui serait égale à 3/4 de la note du français plus 1/4 de la note philosophie. Juste par cette simple combinaison linéaire qu'on peut retrouver finalement un peu dans n'importe quel lycée, je suis alors capable de passer d'un espace de dimension 7 à un espace de dimension 3, juste en compressant l'information. Finalement, je n'ai peut-être pas perdu grand-chose, bien que la variable science, elle contienne moins d'informations, on peut quand même arriver à estimer le niveau de l'élève dans les matières scientifiques. Il est également possible, si l'on souhaite passer à 2 dimensions, de pouvoir justement passer à un espace de 2 dimensions, pourquoi pas, en faisant une combinaison linéaire entre les matières qui seraient cartésiennes, entre guillemets, et les matières qui ne le seraient pas. Par exemple, je créerais une feature qui serait égale à cartésien, égale A fois maths, plus B fois physique, plus C fois SVT, plus D fois philo, et je ferais de la même façon une variable non cartésien qui serait un certain nombre de fois l'anglais, plus l'allemand, plus le français, plus une certaine fois le nombre de philo, plus la SVT. Parce que bon, la SVT, faire des dessins de cellules, ce genre de choses. Voilà. Finalement, j'aurais donc réduit mon espace de dimension 7 à un espace de dimension 2, et je pourrais alors le cartographier de cette façon-là et représenter sur un graphique, justement, où se trouvent les différents élèves les uns par rapport aux autres. Alors, il est également possible de la même façon de pouvoir appliquer ce traitement sur les votes des députés. Donc vous vous rappelez, nous avons 15 amendements. Essayons de réduire ce nombre d'amendements à peine 2 features, c'est-à-dire passer du graphique qui est là à un graphique ci-dessous, qui contiendrait donc plusieurs dimensions, mais nous on n'en garderait que 2, et qui serait donc compressé.
si on souhaitait regarder seulement la première dimension, ou les deux premières, la dimension 1 serait finalement une combinaison linéaire de tous les amendements. Et pour être plus précis, la dimension 1, ça serait égal à 0,227 fois l'amendement numéro 1, moins 0,287 fois l'amendement 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pareil pour la dimension 2. En utilisant cette technique d'analyse en composantes principales, on est alors capable de compresser les 15 amendements qui ont été votés en à peine quelques features, c'est plus précisément 2 puisqu'on va faire une cartographie, qui vont donc maximiser l'information. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on garde peut-être que 2 dimensions? Est-ce que ça a vraiment un sens? À quel point est-ce que l'information est compressée? C'est pour ça qu'avec cette technique, je vous ai présenté ici, justement, le taux de variance expliqué en fonction du nombre de dimensions qu'on garde. Ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on ne garde qu'une dimension, on arrive à peu près juste avec une seule dimension, une seule feature qu'on a compressée à partir de la CP, on arrive à garder 86% de l'information, ce qui est déjà pas mal. Si on passe ensuite à 2, on peut en expliquer 90%, et puis si on augmente jusqu'à atteindre 15, qui était le nombre de départ, finalement on va remonter jusqu'à 100% d'informations expliquées. Donc, maintenant que grâce à l'algorithme, j'ai pu justement compresser mes variables et en faire 2 variables qui sont des combinaisons linéaires des 15 autres et qui permettent de maximiser l'information, on peut donc commencer à les plotter. Et donc voilà ce que j'ai fait, j'ai représenté ici la dimension 1 en abscisse et ici la dimension 2. Si on regarde un peu ce qui se passe, ça fait une cartographie qui justement montre un peu où se trouvent les démocrates, les indépendants et les républicains. De la même façon, on arrive vraiment à voir ici 2 clusters qui se dessinent, un à droite qui serait les démocrates, un à gauche qui serait les républicains, puis les 4 ici qui sont toujours les personnes de tout à l'heure qui finalement ont un vote assez centriste ou assez peut-être frontiste. Et vous pouvez me dire, mais Thibaut, il serait aussi